Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bérangère. Je vous propose, voilà, l'heure est arrivée, donc je vous propose que nous lancions ce webinaire. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux vous proposer de vous présenter? Volontiers. Bonjour à toutes et tous. Je suis Stéphanie Smat-Pinelli. Je suis membre du conseil d'administration de l'AFJE. J'y anime une commission en charge de la stratégie des contentieux. Donc, les uns et les autres qui seraient intéressés par nous rejoindre, n'hésitez pas à me faire signe. Et je suis par ailleurs directrice juridique de règlement des différends au sein de la société Orano. Et à cette occasion, j'ai pour fonction à la fois d'anticiper les litiges et de les régler quand ils sont d'ores et déjà, je dirais, si pas consommés, nés. Et la médiation est un mode alternatif que je pratique beaucoup et dans lequel je crois beaucoup, tout comme la FJE d'ailleurs, qui est une fervente défendresse de la médiation. Et c'est pour ça que je suis ravie d'intervenir auprès du CMAP pour échanger. Je pense on va vouloir, dans la mesure du possible, vous inciter à poser toutes vos questions. L'idée est d'avoir, à travers une thématique qui est celle d'un petit état des lieux de l'état de la médiation aujourd'hui dans le contexte de crise qu'on connaît, de crise économique, mais qui fait aussi suite à une crise sanitaire, de voir où en est la médiation. Est-ce que c'est un mode de règlement des litiges qui est efficace? Et pour ça, le CMAP va pouvoir nous donner de précieuses informations et je vous partagerai ma modeste expérience du sujet. Merci beaucoup. Alors à mon tour, je me présente, Bérangère Clady. Je suis la directrice du pôle procédure, donc pour le CMAP, Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Et le pôle procédure, c'est l'équipe de juristes qui est en charge de l'administration des dossiers de médiation et d'arbitrage et donc qui accompagne les entreprises, les avocats, les magistrats souhaitant mettre en œuvre des procédures de médiation ou d'arbitrage. Comme chaque année, donc le CMAP publie ses statistiques annuelles. Et pour cette nouvelle édition, nous trouvions important de mettre ces chiffres en perspective au travers d'une part l'expérience très concrète des entreprises, et c'est ce que vous allez partager avec nous ce matin, et je vous en remercie. Et d'autre part, une enquête sur les tendances en matière de contentieux. Et donc, c'est avec cet objectif que le CMAP s'est rapproché de la FJE et que nous remercions d'avoir accepté d'organiser cet événement à nos côtés. Donc, le baromètre, cette année, fait ressortir 5 grandes tendances. La première, une augmentation du volume des dossiers traités donc pour l'année 2021. La base statistique retenue est celle de 330 dossiers ouverts donc en 2020, sur l'année 2021 par le centre, soit une augmentation de près de 18% du nombre de saisines par rapport à l'année précédente, sachant que pour mémoire, nous constations une hausse déjà en 2020 de près de 9%. Et en parallèle, l'enquête qui a été adressée à tous les adhérents de la FJE et qui a été partagée par tout le réseau entreprise fait ressortir le sentiment que la période actuelle augmente le risque contentieux, puisque 100% des répondants estiment que le ralentissement économique va entraîner une augmentation du nombre de litiges. Donc, Stéphanie, pour vous, en pratique, avez-vous eu davantage recours à la médiation au cours des derniers mois et plus particulièrement sur quel type de dossier? Alors, je ne suis pas surprise par cette augmentation du nombre de dossiers de médiation pour plusieurs raisons. Probablement parce que le temps judiciaire est long. Alors, je suis pas, je suis plutôt partisane aussi des procédures judiciaires quand il le faut, mais néanmoins, je pense que dans un contexte de crise, le temps judiciaire est trop long, probablement pour régler un certain nombre de litiges qui sont systémiques finalement, puisque la cause est relativement similaire dans chacun de ces dossiers, puisque ce sont, au moment du Covid, c'était souvent des problématiques de force majeure, d'interruption de contrat.
Et maintenant, dans le contexte de crise économique, les répercussions sont souvent des hausses de prix, des difficultés à payer. Et donc, dans ces circonstances-là, finalement, la médiation, à mon sens, est une très bonne solution parce que elle permet de pérenniser une relation commerciale. Alors, je m'explique un petit peu. Dans le contexte actuel, il n'est pas toujours question d'arrêter un contrat. La médiation n'intervient pas nécessairement quand le contrat a été résilié pour faute, par exemple, mais plutôt parce que l'une des parties a des difficultés à l'exécuter et en particulier à payer les prix parce que les matières premières, par exemple, augmentent, parce que il y a eu des restructurations peut-être qui ont fait que le contrat tel qu'il a été conçu avant ces crises-là, aujourd'hui, a changé de paysage. Et ce changement de paysage, peut-être, implique des changements dans un certain nombre de dispositions contractuelles. Et cette typologie de contentieux-là euh, est un contentieux qui, à mon sens, se résout bien par la médiation parce que elle permet une discussion et elle permet de trouver des solutions qui soient des solutions adaptées, des solutions qui soient négociées, des solutions qui ne se fassent pas, je dirais, dans un contexte de conflit vraiment, mais plus de construction. Donc je pense que vraiment, quand le médiateur joue le jeu de cette co-construction, la médiation est un moyen très efficace en temps de crise. Parce que vous me corrigerez là-dessus, mais les délais sont généralement de 3 à 6 mois. En tout cas, dans mon expérience, c'est vraiment 3 à 6 mois. 3 à 6 mois qui mobilisent des équipes et qui ne suspendent pas forcément le contrat. Ça, c'est aux parties de le décider. Et qui permet du coup de ne pas envenimer une situation, mais plus d'essayer de trouver des solutions. Donc, je ne suis pas du tout surprise par ce nombre de contrats. Après, chez nous, on a peut-être une particularité aussi, c'est que on prévoit très souvent dans nos contrats une clause de médiation. Alors, j'aime pas employer le terme d'obligatoire, mais la réalité, c'est que on prévoit que les parties décident de soumettre leur litige à la médiation avant d'aller au contentieux judiciaire ou arbitral, ce qui fait que finalement, il y a un recours quasi systématique à la médiation. Et il n'y a pas une recrudescence de contentieux. Alors ça, je serais curieuse d'entendre peut-être les participants s'ils souhaitent témoigner. Il n'y a pas eu une recrudescence de réel contentieux. En revanche, il y a une recrudescence de négociation et de discussion dans la projection qu'on peut faire d'un contrat. Et c'est là que la médiation peut intervenir et que finalement, les clauses qu'on prévoit dans les contrats, qui sont plutôt des clauses qui ont vocation à régler des litiges, peuvent avoir une utilisation un petit peu élargie, puisqu'on n'est pas stricto sensu dans un contentieux, mais dans un pré-contentieux finalement. Donc peut-être que la conclusion de tout ça, c'est que pour ce premier point d'augmentation du volume, il s'explique par la volonté des parties de trouver des solutions dans un temps plus court. Déjà, de trouver des solutions, ce qui n'est pas le cas quand on va au contentieux judiciaire. On veut un jugement. Donc là, on veut trouver une solution dans un temps court pour des causes qui sont souvent systémiques et on veut préserver une relation commerciale. Donc je pense que sans que ces arguments soient exhaustifs, ils permettent de militer en faveur du recours à la médiation. Et là, je vous laisserai peut-être nous dire justement comment ça se passe au CMAP, peut-être en termes de durée des dossiers. Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait traiter maintenant si vous le souhaitez, Bérangère, mais je pense que c'est intéressant qu'on ait peut-être, si pas des statistiques, votre retour d'expérience sur la durée d'une médiation. Oui, tout à fait. Alors, deux remarques, effectivement, la médiation, elle peut se mettre en place dans des temps très courts, puisque en réalité, dès lors que l'ensemble des parties est volontaire, entre guillemets, au processus, ce sont eux qui vont cadencer aussi le rythme de la médiation. Donc, en réalité, il n'est pas rare d'être saisi pour des médiations qui se mettent en place très rapidement et pour lesquelles les réunions s'enchaînent assez rapidement. Et dans ces cas-là, la médiation peut être réglée dans des délais très courts. Après, il y a certains dossiers qui nécessitent notamment, alors c'est par rapport à nos statistiques, on va voir que plus l'enjeu en litige va être important, plus la durée de médiation va être longue, mais on reste malgré tout sur une durée moyenne de 14 heures, en tout cas pour l'année 2021. Et c'est une durée qui est tout à fait stable, puisque la durée, elle oscille depuis maintenant plusieurs années entre
entre 12 et 16 heures. Donc, on peut avoir des durées réduites pour des enjeux en litige plus faibles. Et puis, plus l'enjeu en litige est important, effectivement, plus la médiation peut être amenée à durer. Sachant qu'en moyenne, cette durée de 16 heures va s'étaler sur une moyenne de 5 à 6 mois. Donc effectivement, ça reste un délai tout à fait raisonnable quand on le met en parallèle des délais habituels pour une procédure judiciaire, par exemple. Sachant que, une fois de plus, c'est important d'insister sur le fait que il n'est pas rare que des médiations se déroulent dans des délais beaucoup plus courts. Et c'est aussi l'avantage de l'intervention du centre, c'est-à-dire que nous, on est en mesure de mettre en place une médiation. Si Stéphanie, vous m'appelez pour me dire on a besoin d'un médiateur désigné rapidement et qu'une médiation démarre la semaine prochaine, on sait qu'on est capable de le faire. Ouais. Oui, c'est vrai que je pense que c'est une des grandes vertus justement du recours à la CMAP au CMAP pardon, et à la médiation, c'est cette souplesse et cette réactivité peut-être que ne permet pas un recours à une procédure judiciaire, puisqu'on le sait, notamment au tribunal de commerce, on a un long processus qui passe par des audiences de procédure, la mise en place d'un calendrier, ce qui fonctionne très bien dans certains dossiers, mais ce qui est peut-être pas du tout approprié quand on veut aller vite et surtout, et j'insiste là-dessus, qu'on veut trouver une solution et qu'on ne cherche pas à tout prix un jugement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Exactement. Et cette durée moyenne est une donnée précieuse donc qu'on partage chaque année avec un certain nombre d'autres informations. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, on est les seuls à avoir une base de dossiers suffisamment importante pour produire des statistiques. Mais cette donnée de la durée est précieuse, particulièrement pour les juristes du CMAP qui vont accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des processus de médiation et d'arbitrage, puisque cette question de la durée de la médiation est une question récurrente qui est posée par les entreprises, pour ne pas dire c'est même une demande quasi systématique, notamment de la part des parties avant d'entrer en médiation, voire même avant de prendre la décision de rentrer en médiation. Donc effectivement, la rapidité est l'un des grands atouts des MARD, hein, particulièrement de la médiation. Et Stéphanie, diriez-vous que ces modes alternatifs vont devenir sont les modes de résolution les plus adaptés aux besoins des entreprises, ou est-ce que c'est des modes qu'elles vont privilégier à l'avenir selon vous? Alors, on risque d'être redondante, mais je pense vraiment que ça dépend de la typologie des dossiers, ça c'est certain. Mais je pense que la quête d'une solution, c'est quelque chose pour une entreprise qui est absolument fondamental. L'aléa judiciaire, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, alors que participer à la construction d'une solution est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN du fonctionnement d'une entreprise déjà. Le contentieux n'est pas du tout une culture entreprise, c'est une culture avocat. Moi-même, je l'ai parce que j'ai exercé 10 ans comme avocate, mais je vois bien qu'aujourd'hui, c'est pas culturel d'être dans le contentieux. C'est surtout dans des boîtes industrielles avec beaucoup d'ingénieurs dans lesquels vraiment c'est le projet qui prime, c'est l'industrie qui prime, c'est l'activité, la poursuite de l'activité qui prime. Donc, assez naturellement, qui dit quête de la poursuite d'une activité dit vraiment recherche d'une solution. Donc oui, je pense vraiment qu'il y a une très grande place pour les modes alternatifs de règlement des litiges à l'avenir. Je vais peut-être mettre un bémol, je ne sais pas si c'est le moment. Le bémol est qu'il y a un travail encore, je parlais de culture contentieuse, il y a aussi un travail de culture de mode alternatif des règlements des litiges. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se former parce que la médiation, les uns et les autres peuvent penser que c'est facile, c'est trouver une solution, c'est tous le faire. Je pense que ça, c'est un piège qu'il faut éviter. C'est qu'il y a des techniques finalement pour la médiation. Il y a un langage et en fait, le secret d'une médiation réussie, il y a beaucoup de paramètres évidemment, mais c'est la manière dont on va l'appréhender. C'est-à-dire que typiquement, si on l'appréhende comme un contentieux, je pense que ça ne marche pas. Et je l'ai vu dans quelques dossiers. Et aussi bien chez nous d'ailleurs que chez la partie. Alors, du coup, voilà, on ne peut pas parler de partie adverse puisqu'on n'est pas encore en contentieux. Donc, disons qu'avec le partenaire avec qui ça va moins bien, si lui est dans une dynamique ou dans une logique contentieuse
offensive, ça va être compliqué. Donc déjà, je pense que la première chose avant d'entrer en médiation, c'est de s'assurer qu'on est disposé à trouver une solution et qu'on est donc, qui dit disposé à trouver une solution, dit aussi disposé à faire un certain nombre de concessions. C'est-à-dire que pour trouver une solution, nécessairement, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise, OK, là, il va peut-être falloir qu'on concède quelque chose, qu'on réfléchisse intelligemment, qu'on transforme peut-être un problème en une solution, encore une fois, qui va être une solution négociée, qu'on va mettre en place avec, par exemple, un échéancier de paiement, avec un certain nombre d'outils. Donc, je pense que vraiment, le premier point pour que la médiation réussisse et prospère, c'est qu'on ait envie de trouver une solution. Donc, c'était peut-être ça le bémol, c'est que si on n'a pas envie que la situation, et j'en parlais tout à l'heure sur le moment, si la situation est déjà trop compliquée et pour le coup trop difficile à supporter et qu'on sent qu'on n'est absolument pas disposé à trouver une solution, peut-être que là, effectivement, il faut y réfléchir à deux fois parce qu'elle peut avoir un effet, je dirais, un effet négatif dans la mesure où elle va encore plus cristalliser le litige. Et là, typiquement, si le contrat est toujours en cours, ça va être très compliqué. Donc, je pense que vraiment, il faut la prendre à point, la médiation, c'est-à-dire qu'il faut la prendre avant que ce soit trop compliqué entre les parties et il faut la prendre dans une optique constructive. Alors, sans avoir forcément une vision idéaliste, mais une vision réaliste des choses en se disant, voilà, on est deux entreprises responsables, nous sommes deux partenaires avec qui on a des relations commerciales relativement établies, on a l'un et l'autre intérêt à aller en médiation. Donc, je pense que quand on l'aborde comme ça, c'est un peu comme dans la vie, hein, si on veut régler une situation, il faut qu'on l'aborde quand même avec une certaine forme d'ouverture d'esprit. Et cette ouverture doit se traduire avec un langage et un comportement idoine. C'est-à-dire que cette ouverture d'esprit va se matérialiser par de l'écoute. On va écouter ce que l'autre va nous dire. L'autre va écouter aussi. Parfois, c'est un moment aussi où on purge un peu les frustrations qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est aussi un endroit ouvert où le médiateur va nous donner la parole peut-être pour exprimer nos frustrations. Et parfois, finalement, c'est avec de l'écoute. Et je pense que là-dessus, vous compléterez probablement mes propos parce que je sais il y a des formations qui sont très riches et passionnantes au CMAP, mais je pense que c'est important aussi qu'on se dise la médiation, ça s'apprend. Et qu'au début, on peut avoir des frustrations parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas, mais peut-être qu'en fait, ce qui nous manque, c'est peut-être une forme de technique ou de sensibilité ou de méthode. Je sais que moi, je suis régulièrement formée alors, à la médiation, je l'ai été, mais aussi aux techniques de négociation. Parce que finalement, il y a une technique, notamment, voilà, je vais y être à nouveau formée le mois prochain, qu'on appelle de gain mutuel. C'est vraiment ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive les uns et les autres à trouver un avantage dans cette médiation. Donc voilà, et ça s'apprend. Voilà, il y a des techniques intéressantes et peut-être que ça vous permettra, Bérangère, d'en dire plus sur les formations. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Alors, la médiation, c'est un processus volontaire, donc on y vient volontairement. Il est important que les médiateurs soient formés, mais il ne faut pas non plus sous-estimer la formation des participants à la médiation, et notamment ceux qui vont être les prescripteurs. Et c'est vrai qu'avec l'Institut 131, donc, qui est le centre de formation du CMAP, la tendance qu'on ressent, nous, sur le terrain, c'est qu'effectivement, les directions juridiques s'emparent vraiment du sujet, forment leurs équipes à la médiation, à décider quand est-ce qu'on va la mettre en œuvre, quand est-ce qu'on choisit tel ou tel processus, et à l'accompagnement et au travail que nécessite la participation à une médiation. Et ça va effectivement dans le sens de l'anticipation. Et c'est une autre des tendances que nos chiffres font ressortir pour l'année 2021, c'est-à-dire une augmentation du nombre de saisines sur clause. Alors, on a constaté une augmentation de 13 points de la part des médiations représentant les saisines sur clause. C'est vraiment pour nous le signe que la médiation intègre pleinement le jeu processuel, puisque de plus en plus, les directions juridiques, leurs avocats anticipent le recours à la médiation en insérant des clauses dans leur contrat. Dans le résultat de l'enquête, il apparaît que l'insertion de clauses apparaît comme un moyen pour les entreprises
d'anticiper l'impact négatif du contexte économique, notamment dans le cadre, alors pour ce qui a été relevé dans les trois principales remontées, les relations fournisseurs, sous-traitants, clients, les problèmes d'exécution de contrats ou encore les relations sociales. Et ces problématiques sont d'ailleurs celles que l'on retrouve depuis plusieurs années maintenant en tête des typologies de dossiers traités par le CMAP. Et la clause de médiation et la clause compromissoire, la clause d'arbitrage, alors peut-être d'une manière un peu différente, est clairement une manière pour l'entreprise d'apporter plus de sécurité et de souplesse au contrat, et notamment pour lui permettre de pouvoir évoluer dans le temps. Donc, en ce sens, les clauses apparaissent pour les relations entre entreprises comme une manière de contractualiser la confiance, d'avoir la certitude qu'à un moment donné, en cas de difficulté, eh bien, tout le monde viendra s'asseoir autour de la table pour discuter. Alors Stéphanie, est-ce que de votre expérience, ces clauses sont devenues plus systématiques dans les contrats ? Et surtout, moi, ce qui, je pense, est intéressant de savoir, c'est comment décidez-vous entre clauses de médiation, clauses compromissoires. Est-ce que vous les insérez alternativement ou cumulativement ? Alors, en fait, j'ai vraiment bien aimé cette référence au fait de contractualiser la confiance. Alors, je vais répondre à votre question, mais en fait, ça faisait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour se préparer, il faut se préparer à la médiation. Et en fait, de le mettre dès le contrat, finalement, fait qu'il n'y a pas de surprise. On sait qu'en cas de difficulté, on aura recours à la médiation. Donc c'est vrai que j'aime vraiment bien cette phrase, puisque je parlais de culture, peut-être que le terme est un peu galvaudé, mais il y a vraiment cette idée que quand on conclut un contrat, on va donc négocier, s'asseoir autour d'une table. Et si d'ores et déjà, à ce moment-là, on évoque la possibilité, en cas de litige, d'aller à la médiation, ça a une forme assez rassurante. C'est-à-dire qu'on se dit, on ne va pas d'emblée aller au contentieux, parce que c'est toujours quelque chose qui peut faire peur. Donc, je trouve que moi, je suis vraiment militante de mettre des clauses de médiation. Parce que voilà, d'emblée, ça pose ce climat de confiance. Encore une fois, il n'est pas question d'être naïf, hein. Ça reste une relation d'affaires qui peut être tout à fait difficile. Néanmoins, au moins, dans certains cas, ça donne le mérite de poser tout de suite une relation qui sera moins conflictuelle. Donc la clause, peut-être, a cet effet-là, c'est certain. En ce qui nous concerne et dans mon expérience, on la met quasi systématiquement. Je dirais que dans 80 voire 90% des cas, on a une clause de médiation préalable. Je ne vous cache pas qu'on réfléchit aujourd'hui à sa rédaction, parce que jusqu'à présent, on avait une clause de médiation et de recours à la médiation automatique. Et moi, je pense que ces derniers temps, j'ai eu quelques médiations, et je ne vous le cache pas, qui ont échoué. Pourquoi ? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la partie adverse, là on était vraiment dans un contexte où je peux me permettre de parler de partie adverse, était absolument pas dans une démarche constructive. Ça peut aussi nous arriver, hein, parce que, attention, parfois les opérationnels vivent leur projet de manière tellement intense qu'ils ne sont pas prêts à à faire des concessions. Ce que je peux entendre, moi, mon rôle, c'est de les écouter, de les accompagner au mieux, de leur proposer un certain nombre de solutions. Après, si cette solution ne convient pas au projet, c'est possible aussi. C'est-à-dire que certains projets, on se dit, moi, il n'est pas question que je lâche quoi que ce soit. Alors, dans la mesure du possible, on a toujours quelque chose qu'on peut concéder, mais parfois, ça ne marche pas. Et dans ces situations-là, je vous le disais tout à l'heure, peut-être que c'est les situations assez rares dans lesquelles le recours à la médiation n'est pas quelque chose que j'encourage. Donc, parfois, je m'interroge sur le fait de savoir s'il faut prévoir une médiation obligatoire, entre guillemets, ou bien et ça, je serais curieuse d'avoir votre expérience sur le sujet. Est-ce qu'il faut prévoir une médiation sur requête conjointe, c'est-à-dire une médiation qui, déjà dans son recours, a impliqué un consensus des parties? C'est-à-dire que j'aime bien l'idée qu'on rentre en médiation parce que tous les deux, on a envie d'y aller et pas parce qu'un contrat conclu il y a 10 ans nous y impose. Donc ça, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Donc là, je me permets de lancer un peu ce débat parce qu'il y a certains médiateurs à qui je pose régulièrement cette question qui me disent non, c'est au médiateur, justement, quand vous êtes en médiation, peut-être parce que vous y avez été contraint, de vous convaincre que c'est une bonne idée.
Et il y a des médiateurs, et c'est pour ça que je me permets de lancer ce débat parce que je l'ai vécu. Je partais très pessimiste, et le médiateur, dans son rôle de facilitateur, nous a aidés finalement à nous dire, bah si, finalement, on peut peut-être y arriver. Donc voilà, c'est assez complexe. Pour vous répondre en synthèse, oui, dans 80 voire 90% des cas, on a une clause de médiation. Et encore une fois, est-ce qu'elle doit être obligatoire ou bien sur requête conjointe? C'est une question que je me pose et donc que je me permets de vous poser en échange, Bérangère. Alors vous y avez, enfin, vous avez en partie apporté la réponse. Euh, alors, j'ai peur que le côté non systématique, entre guillemets, de la clause lui fasse perdre de sa valeur. Alors, c'est vrai que pour pallier à ça, l'intérêt aussi, c'est de s'appuyer sur des institutions, les règlements, qui vont justement protéger de ce risque-là et de deux manières. Alors, le premier, vous l'avez évoqué aussi, c'est le médiateur, mais aussi les parties qui ont la liberté d'arrêter le processus à tout moment. Donc, dès lors qu'on a réussi à se retrouver autour de la table, bon, effectivement, le rôle du médiateur, c'est aussi de convaincre les parties euh, du bienfait de la rencontre, de les amener à rentrer dans une phase de discussion. Hein. C'est vrai qu'on arrive rarement en médiation toujours disposé à 100% à trouver des solutions. Hein. C'est un travail, c'est le travail du médiateur et de la médiation. Les parties donc, peuvent décider d'arrêter à tout moment, donc ça apporte quand même malgré tout une certaine sécurité par rapport au risque je dirais, dilatoire. Et l'autre point, c'est même très en amont, avant même la mise en place de la médiation, quand vous décidez de saisir ou d'insérer une clause CMAP, les règlements de médiation proposés par le centre vont vous apporter cette sécurité également. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'entreprise qui insère une clause ne se trouve pas coincée par cette clause lorsque le sujet ne doit pas forcément donner lieu, n'est pas propice à une médiation, ou lorsqu'une partie n'est pas du tout disposée à mettre en place une médiation. Et dans ces cas-là, les dispositions du règlement font que, dans ces hypothèses, les entreprises vont pouvoir être libérées très rapidement de leur clause. Donc, je dirais, il faut rester souple et assez simple dans la rédaction des clauses, dès lors que derrière on s'appuie sur les règlements d'une institution. Et le deuxième point, et ça me permet une transition vers une autre des tendances importantes de notre baromètre pour cette année, c'est que le centre va être majoritairement saisi de manière unilatérale. Donc, c'est-à-dire par une seule des deux parties concernées par le litige, et ce, en présence ou non d'une clause d'ailleurs. Et ce résultat n'est pas vraiment une surprise puisque, à mon sens, c'est un peu la raison d'être du centre. Les entreprises qui vont souhaiter mettre en place une médiation ou un arbitrage vont remettre entre les mains du CMAP et de ses juristes spécialisés MARD le soin de convaincre l'autre partie, leur partenaire, d'accepter de prendre part au processus. Pour autant, même lorsque les parties s'accordent pour mettre en place une médiation, dans 22% des cas, elles vont faire le choix de saisir conjointement le centre. Et ce, principalement, alors à mon sens, je vous laisserai peut-être commenter, à mon sens pour deux raisons. D'une part, justement pour le cadre et donc la sécurité apportée par l'institution, c'est-à-dire ces règlements, la présence de ses équipes, donc les juristes, les conseillers, les commissions, et d'autre part pour bénéficier des listes de médiateurs qui sont constituées sur mesure pour chacun des dossiers, puisqu'en effet, l'activité de médiateur n'est pas une activité réglementée. Donc, je dirais n'importe quelle personne sans formation, sans expérience peut se dire médiateur. Donc aussi pour apporter aux entreprises cette sécurité qui fait défaut un peu sur le marché à l'heure actuelle, le CMAP élabore des listes de médiateurs qui sont des médiateurs formés, certifiés et agréés par le centre. Donc, ce qui avec des listes qui vont être constituées sur mesure pour chacun des dossiers. Et c'est vrai que pour nous, le choix du médiateur
est un des facteurs déterminants sur les chances de succès de la médiation. Et d'ailleurs, sur ce point, j'aimerais bien avoir justement votre avis. Alors, oui, volontiers. D'ailleurs, j'en profite juste parce qu'il y a certaines questions qui nous sont Oui, posées. Je pense que ce qu'on s'était dit, probablement, c'est peut-être de finir les grandes tendances du baromètre et de prendre un peu de temps pour les questions. Néanmoins, il y en a une qui fait totalement écho à ce que vous venez de dire, tout Bérangère, à sur le fait. profil des médiateurs. Donc, on peut peut-être la traiter de manière incidente. Euh, Évidemment que le rôle du médiateur est absolument fondamental et que par voie de conséquence, le recours à un centre est quelque chose qui est, je pense, indispensable parce que c'est une garantie déjà du sérieux du médiateur. C'est-à-dire qu'on n'a ni le temps ni la compétence de choisir un bon médiateur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est majeur au sein du CMAP. C'est qu'ils ont vraiment ce panel de médiateurs, si pas professionnels, parce qu'il n'y a pas de label réellement, qui sont vraiment compétents et qui ont une expérience souvent ancienne ou en tout cas intense de la médiation. Donc, c'est absolument essentiel. Et pareil, je l'ai vécu. Euh, Là aussi, il y a deux écoles, hein. On n'aura malheureusement pas le temps de traiter tout ça. Et d'ailleurs, je vous invite à la FJE. On a eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Est-ce qu'on veut un médiateur qui soit proactif ou est-ce qu'on veut un médiateur qui soit un peu dans le retrait? Ça, c'est assez personnel finalement. Donc, ça, il y a le critère de la personnalité qui est un critère qu'on maîtrise pas trop et qui finalement, un bon médiateur va s'adapter aussi à son public, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va sentir que parfois, il aura besoin d'être proactif et parfois, il aura besoin d'être en retrait. Pour moi, cette psychologie-là, elle révèle ce qu'est un bon médiateur. Mais il n'y a évidemment pas que ça. Il y a la question aussi de la compétence technique. Ça aussi, c'est une question qui se pose souvent. Est-ce qu'on veut un médiateur qui soit technicien de notre matière ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Pareil, ça aussi, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Il y a une école qui va nous dire le médiateur ne va pas rentrer dans le fond du dossier. Ce n'est pas son rôle. Le médiateur, il va nous aider à un peu expurger de manière macro ce qui ne va pas pour trouver une solution. Il ne va pas rentrer dans le détail de tout le déroulement de 10 années de relation ou bien même de 6 mois de relation. Il va essayer de comprendre comment c'était quand ça allait bien et pourquoi ça a commencé à aller mal et comment on pourrait faire en sorte que ça aille mieux. Et comment surtout on pourrait faire en sorte que les parties sortent de cette situation de manière apaisée. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'être technicien ou pas? Je dirais, et alors pardon, c'est une réponse un peu de Normand, mais parfois c'est important, d'autres fois ça ne l'est pas. Dans notre industrie, qui est l'industrie nucléaire, je pense que c'est important quand même de connaître le jargon et de connaître le contexte. Parce que de connaître le contexte va permettre au médiateur de mieux comprendre pourquoi cette situation a généré des difficultés, de la frustration et vice-versa. C'est-à-dire que peut-être que la discussion va se faire entre sachants parfois et c'est très bien. Mais je pense que certains dossiers ne nécessitent pas ça et qu'une des premières qualités, c'est peut-être la compétence et, on en parlait tout à l'heure, la technique finalement dans la façon de mener une négociation, qui est vraiment une technique et un art, hein. C'est quelque chose de très difficile. Et là-dessus, je pense que le CMAP offre vraiment cette garantie-là et c'est absolument fondamental. C'est vrai que je suis assez d'accord avec vous sur le fait que, en vrai, ce qu'on pourrait appeler une réponse de Normand, c'est en réalité le refus de la systématisation, Ouais. parce que l'intérêt de ce travail qu'on fait en amont sur le choix du médiateur, sur les propositions qu'on va faire aux entreprises, c'est justement de chaque fois s'adapter à chacun des dossiers. Donc parfois, effectivement, quand on est dans des secteurs très techniques, des secteurs à particularité, on va considérer que c'est enrichissant d'avoir un médiateur qui connaisse, sans qu'il rentre dans le fond du dossier, mais qu'effectivement, il connaisse la terminologie, le jargon, le contexte. D'autres fois, et là, c'est aussi un peu le rôle des juristes, hein, quand on travaille du juriste du CMAP, quand on travaille soit avec les avocats, soit avec l'entreprise et ses juristes sur la désignation du médiateur, ça va être notre rôle aussi d'un peu de challenger. C'est-à-dire que souvent, quand même, dans 99% des cas, on nous demande des spécialistes. Et après, D'accord. quand nous, de l'expérience, on peut avoir le sentiment sur tel ou tel dossier de se dire peut-être ce serait intéressant d'élargir un peu ou d'aller chercher un profil dans un secteur euh,
je dirais avec les mêmes problématiques, mais en parallèle pour éviter aussi les conflits d'intérêts, parce qu'il y a certains secteurs où on peut être très marqué, ou d'un côté, je pense par exemple au secteur de la franchise, on peut avoir des personnes, si on est dans ce secteur-là, qui vont être très vite marquées ou franchiseurs ou franchisés, ce qui peut être gênant. Donc, on peut aller chercher un peu dans des secteurs en parallèle. Mais l'important, justement, c'est parfois de challenger en réfléchissant ensemble sur ce bon profil. Alors, la technicité, c'est évident. Parce que chez nous, au CMAP, vous avez tous les médiateurs sont sans exception formés. Je vous disais certifiés, ça veut dire qu'ils passent un examen pour pouvoir figurer sur nos listes. Donc pour nous, ça, c'est le minimum requis. Leurs compétences, alors je dirais au regard de leur expérience professionnelle, donc les secteurs, les compétences qu'ils vont maîtriser, je dirais, dans leur métier principal. Et puis, il y a aussi la personnalité. Donc ça, c'est aussi important parce que, et ça, on est capable au CMAP d'affiner jusqu'à la personnalité du médiateur parce que nos médiateurs, nous les connaissons, on travaille régulièrement avec eux. Il n'y a pas un médiateur au CMAP qui n'ait pas été observé par l'équipe des juristes. Et donc, certaines fois, des parties vont demander un médiateur sur des dossiers particulièrement difficiles ou avec des personnalités difficiles, des médiateurs plutôt d'autorité. Donc, on est capable vraiment d'affiner à ce point. Et l'important, nous, quand on transmet une liste de noms, une liste réduite de 4 noms, pour qui on aura vérifié évidemment la disponibilité, l'absence de conflit d'intérêt. Et nous, le travail, on estime que le travail est bien fait quand on se dit que les parties, les entreprises, les avocats peuvent choisir les yeux fermés dans cette liste. On sait qu'elles auront la bonne personne pour leur dossier. Oui, c'est vraiment, je pense, un vrai gage enfin, c'est un des premiers gages de succès. Et peut-être, Bérangère, vous l'avez dit, mais peut-être qu'on n'a pas répondu suffisamment clairement. Une des questions est de savoir si les médiateurs sont tous des juristes. Je pense que absolument pas, mais Non. vous me corrigerez. Alors, à l'origine, alors je dirais que c'est un sujet qui était davantage maîtrisé par les juristes. Donc, je dirais à l'origine, au moment de la création du centre, on avait une majorité de juristes. Mais ça fait maintenant plusieurs années que les profils sont beaucoup plus partagés. Donc, on va avoir, je pense, à peu près une moitié de juristes et une moitié de non-juristes. Et là, on peut avoir des profils, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'ingénieurs, des architectes. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir la réponse à chacun des profils demandés par les parties. Donc, non, ça n'est pas réservé uniquement aux juristes et il est même de moins en moins rare que les juristes autour de la table, les avocats, les directions juridiques, nous demandent plutôt un non-juriste en estimant qu'il y avait déjà assez de juristes autour de la table. D'accord, c'est très intéressant. OK. Je vois, il y a une autre question sur le coût de la médiation. Et ça fait partie des dernières tendances qu'on relève, ou du moins des questions qu'on va nous poser assez régulièrement avant d'entrer, voire pour entrer en médiation. C'est la question du coût des procédures de médiation ou d'arbitrage. Et le coût moyen des médiations traitées par le centre, donc en 2021, est de 7 200 € donc en moyenne. Ce coût est évidemment à partager entre les deux parties. Et suivant notre baromètre, on constate que la répartition de 2021 est quasi identique à celle de 2020, puisque 62% de nos médiations vont coûter moins de 6 000 €, soit moins de 3 000 € par partie. De la même manière, alors le coût de l'arbitrage est évidemment un peu plus important, mais il reste aussi, lui, relativement stable, puisqu'en 2020, le coût moyen de la procédure arbitrale est de 83 000 €. Alors, les questions de la durée et du coût sont de manière très pragmatique des atouts indéniables des MARD. Et ça m'intéresserait de savoir, Stéphanie, quels autres atouts, en tout cas du point de vue de l'entreprise, identifiez-vous? Alors, je sais qu'en préparant le webinaire, vous aviez évoqué 3 points. Celui du maintien des relations, évidemment, on en a parlé un peu en introduction du webinaire. Et 2 autres points, celui du traitement global du contentieux ou pré-contentieux, et celui de l'application des équipes en interne. Ouais, je pense que ce dernier point, finalement, il va permettre de balayer l'ensemble des questions.
Et comme on n'a peut-être pas beaucoup de temps, je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai finalement découvert en entreprise. Je l'avais expérimenté comme avocate, mais c'est pas pareil d'intervenir comme conseil extérieur que comme conseil interne. Ça, c'est évidemment les grandes différences entre ces deux métiers-là. Mais je l'ai vraiment appris de manière, je dirais, empirique, puisque j'ai été confrontée assez rapidement à cette situation-là. Je suis vraiment partisane de l'implication des équipes opérationnelles dans la médiation. Pour moi, c'est absolument indispensable pour une médiation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer une médiation entre juristes qui n'ont pas vécu le projet. Après, il y a probablement, et encore une fois, hein, je parle vraiment de ma fenêtre, c'est-à-dire par rapport à la typologie de contrats et de dossiers que je peux rencontrer, qui sont souvent liés à des projets industriels, donc des projets qui impliquent des ingénieurs ou des techniciens de toutes sortes. Peut-être que des contrats purement commerciaux ne poseraient pas cette question, mais encore une fois, j'en suis même pas certaine parce qu'un contrat commercial, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire je parle d'un contrat très simple de vente ou de vente très très basique, un bon de commande, il s'inscrit quand même dans un projet. Donc en fait, je vois pas bien de dossiers dans lesquels le chef de projet ou la personne en charge des achats ou l'ingénieur en charge du projet ne soit pas impliqué. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que la préparation va se faire en équipe et le juriste, en l'occurrence le directeur juridique ou le juriste, va avoir vraiment ce rôle de chef d'orchestre pour permettre à l'équipe qui va être finalement pluridisciplinaire puisqu'elle va impliquer les parties prenantes du projet. Il va falloir vraiment faire un travail de synthèse du projet. Donc souvent, ce que je leur demande de faire, c'est vraiment une présentation très synthétique, plutôt qui m'est destinée, j'avoue, de la chronologie des faits majeurs du projet et du contrat. Une fois qu'on a fait cette chronologie, peut-être comprendre quelle est la position, et ça c'est un exercice qui est très difficile à faire, c'est de synthétiser la position de l'un et de l'autre. Alors parfois, on la suppose, la position de la partie en face. Et c'est parfois une erreur, c'est-à-dire que ça, c'est la médiation qui va nous le révéler. On va penser que là où le bas a blessé, entre guillemets, est à un endroit, alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça que l'a perçu la partie adverse. Donc cet exercice, finalement, en amont, permet peut-être de nous, en tout cas, de formaliser nos frustrations et les difficultés, d'essayer d'anticiper celles de la partie en face. Et la médiation, souvent, va nous permettre de confronter l'impression qu'on avait et la réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est d'essayer de se mettre aussi à la place, déjà avant de commencer la médiation, de se mettre à la place de la partie en face. La troisième chose fondamentale que je leur demande, c'est d'identifier. Alors, je vais pas utiliser le jargon peut-être de la médiation, mais la solution acceptable qui serait vraiment, disons, border, c'est-à-dire qu'en fait, ça se traduit en entreprise par le mandat qu'on va obtenir souvent du patron de la business unit concernée. Donc, quel est le mandat minimum, c'est-à-dire le seuil en deçà duquel on n'ira pas. Et ce n'est pas forcément financier, c'est-à-dire que souvent, c'est accompagné d'un montant, mais parfois, c'est aussi accompagné de prestations ou d'un certain nombre d'obligations de faire. Donc, quel est le mandat minimum? Quel est vraiment celui qui est médian, duquel on sortirait satisfait? Et puis, vraiment, le best case scénario. Alors, il y a encore une fois des terminologies idoines en matière de médiation, mais ce n'est pas forcément l'endroit pour en parler. Mais c'est très important de pousser les équipes à réfléchir à ces trois niveaux de solution. Souvent, ce qu'on pousse au maximum, c'est la solution médiane, mais pareil, c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on a toujours un idéal de la manière dont on veut sortir d'une situation, et puis quelque chose qui est acceptable et toujours la situation idéale, la situation la pire, mais dont on sait que finalement, mis bout à bout, c'est à peu près satisfaisant. Donc ça, c'est vraiment un travail qui nécessite plusieurs heures de réunion, plusieurs heures d'échange, et dans lequel le juriste a un rôle vraiment important, à mon avis, de presque pré-médiateur, c'est-à-dire qu'en fait, il va aider les parties à prendre un peu de recul. Parce que souvent, les opérationnels n'ont pas ce recul et c'est quelque chose, moi, je suis assez admirative de la manière dont ils vivent leur projet. Et c'est vrai que le juriste, parfois, est un peu plus froid et va aborder la situation en essayant de les aider aussi à prendre de la distance pour prendre de la hauteur et trouver des concessions possibles. Donc c'est là où vraiment les opérationnels ont un rôle majeur. Et ce rôle, finalement, va se poursuivre dans la médiation, puisque souvent, moi, je suis en retrait, moi ou mes équipes,
on va être en retrait pour les laisser passer, parler, et on va être un peu garant simplement du bon fonctionnement de la médiation. Que ça s'emballe pas, entre guillemets, hein. Je parle de manière très simple et spontanée, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va commencer, on va se dire, tiens, ils ont écouté tout ce qu'on leur a dit, ils sont super disciplinés, c'est parfait. Et puis à un moment, la passion va reprendre le dessus. Et c'est là qu'il nous appartient peut-être de dire au médiateur, on va peut-être prendre 5 minutes pour se parler, essayer de faire retomber un petit peu la pression et être constructif. Donc finalement, le rôle du juriste, ça va être, je trouve, hein, peut-être d'aider les parties à prendre cette distance-là, parce que finalement, le droit permet ça. Le droit, la manière dont nous, on va l'interpréter, la manière dont on va interpréter le contrat, va en fait nous permettre... En médiation, on ne fait pas beaucoup de droit, hein, ça c'est certain. Par contre, on est capable d'anticiper les risques contentieux, c'est-à-dire de se dire, OK, juridiquement, devant un tribunal, là, c'est un point dans lequel on est faible ou on est fort. Donc, mettons l'accent là-dessus dans la négo, parce qu'on sait que devant un juge, on a des chances de prospérer. En revanche, ça, c'est un point faible juridiquement, donc ça implique une analyse juridique assez fine. Et là-dessus, moi, je serais vraiment partisane de faire une concession, parce que devant le juge, on peut se faire retoquer. Donc, c'est là où il y a un vrai travail de préparation, mais qui finalement, médiation, se sent moins, puisque, encore une fois, j'encourage les acteurs du projet à s'exprimer et à trouver leur solution. Ouais, Je ne sais d'où pas si ça répond à votre l'importance. question, mais c'est hyper important. Si, complètement, d'où l'importance, et là on boucle une fois de plus la boucle, c'est la formation des juristes au processus, parce qu'effectivement, il faut arriver préparé en médiation, il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller, ce à quoi on n'est pas prêt à renoncer ou on ne doit pas renoncer. Tout comme la médiation aussi peut être la découverte des positions adverses, et donc même ce travail qui est fait en amont est amené à évoluer pendant la médiation, et c'est pour ça que la présence des équipes, que ce soit les juristes ou les équipes concernées par les projets, et je trouve que cette transversalité est très intéressante, est essentielle, et c'est aussi quelque chose qu'on constate, nous, je dirais, depuis peu, c'est l'intérêt alors autre que les directions juridiques, mais on voit que de plus en plus les DSI, les directions des systèmes d'information, s'intéressent de plus en plus à la médiation, notamment la médiation de projet, c'est-à-dire celle qui va même accompagner les projets très en amont. On voit que les services qualité ou en charge des relations clients-fournisseurs aussi, je dirais, s'emparent du sujet. Donc ça montre bien que une évolution, je dirais, dans l'entreprise, où peut-être il y a quelques années, la médiation arrivait au stade quasi contentieux et était plus facilement entre les mains des avocats. Et là, on a un mouvement, je dirais, je ne sais pas si le terme est exact, anticipatoire ou anticipé, ou vers l'anticipation, où les entreprises vraiment s'emparent du sujet et décident euh, bah, d'éviter le contentieux, et dans la mesure où les problématiques sont traitées le plus en amont possible, effectivement, ça limite ce risque contentieux. Peut-être qu'on peut, Bérangère, il y a une dernière question qui est assez intéressante. Oui. C'est de savoir si alors comment est-ce qu'elle est libellée? Est-ce que la décision finale de médiation a force exécutoire entre les parties? Je pense que c'est assez emblématique justement de ce qu'il faut comprendre sur la médiation. C'est que non, c'est pas une décision au sens du tout judiciaire du terme, et donc ça n'a pas en soi force exécutoire. Néanmoins, dans les faits, souvent, ça se traduit par un protocole d'accord dans lequel les parties vont figer, finalement, elles vont figer leur accord et les modalités de cet accord. Souvent, il y aura peut-être un avenant au contrat pathologique ou litigieux, et finalement, ça n'a pas force exécutoire ou au sens où on le connaît, mais néanmoins, c'est générateur d'obligations qui sont sanctionnées, le cas échéant, si elles ne sont pas respectées, par la mise en cause d'une responsabilité contractuelle. Donc finalement, si l'accord n'est pas respecté entre les parties, alors il pourra faire l'objet d'un nouveau contentieux et il pourra engager la responsabilité contractuelle de la personne qui ne l'a pas respecté. Donc finalement, c'est une forme de force obligatoire, mais pas exécutoire au sens sus generis du terme. Sachant que c'est pas. Alors, effectivement, c'est un protocole d'accord
transactionnel qui va donc s'imposer, aux parties et qui a la même force qu'un contrat. Et je dirais la force exécutoire sera donnée si les parties choisissent de faire homologuer leur protocole. Donc là, oui, oui, oui. effectivement, elles peuvent faire homologuer leur protocole devant le juge et dans ces cas-là, ça lui donne force exécutoire. Néanmoins, dans la pratique, alors j'ai pas de chiffres exacts parce que on n'a pas les données sur le sujet, mais dans la mesure où quand vous êtes en médiation, où vous trouvez un accord, cet accord a été co-construit par les parties, elles y sont venues volontairement, je dirais en connaissance de cause, donc dans une grande majorité des cas, les protocoles ils seront exécutés volontairement. C'est assez rare que les protocoles, que les parties sollicitent l'homologation des protocoles. Ça va arriver, je dirais, sur des dossiers, par exemple, où l'exécution du contrat va s'échelonner dans le temps. Ça va leur permettre effectivement de sécuriser l'exécution du protocole dans le temps. Ça va peut-être aussi plus facilement arriver quand on est en médiation judiciaire, c'est-à-dire que quelque part, le juge est déjà saisi du dossier. Donc les parties qui souhaitent sécuriser, je dirais entre guillemets, ou le rendre exécuteur, le protocole, reviennent devant le juge avec leur protocole et le font homologuer. Mais je dirais on est malgré tout majoritairement sur une exécution volontaire des protocoles. Et donc, ça donne rarement lieu à, Oui, ouais. à homologation. À tel point que j'avoue, complètement oublié l'homologation, effectivement, qui donne force exécutoire. Vous avez Exactement. raison Mais pour que la effectivement, réponse c'est soit rare. complète, mais je n'ai absolument pas le réflexe. Parce que souvent, on termine la médiation, on est satisfait et on repart sur des bonnes bases. Mais c'est peut-être un gage de sécurité, effectivement, dans certains cas. Mais il arrive même que dans certains protocoles, peut-être plus que l'homologation, les parties vont prévoir une clause de médiation, notamment Oui, quand il y c'est a une vrai, exécution c'est dans le vrai. temps, en se disant, bon, ça a fonctionné cette fois-ci. On ne l'avait pas forcément prévu dans le contrat initial, mais là, on insère cette clause pour s'offrir la garantie qu'on reviendra s'asseoir autour de la table. C'est vrai. Est-ce que d'autres ont des questions ou est-ce que, je ne sais pas, Bérangère, je ne sais pas si vous avez dressé tout le panorama encore. On a fait le tour des cinq points marquants du baromètre 2021-2022 du CMAP, donc sur les chiffres 2021. Donc effectivement, quand je vois les questions, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes celles qui étaient posées. Si vous en avez d'autres, ou des témoignages, je pense que c'est intéressant aussi que vous les exprimiez. Non, je ne crois pas qu'on ait de questions. Peut-être est-ce que les résultats de ce baromètre vont être Alors, il y a communiqués ou... deux questions qui viennent Ah, d'être posées. Quelle est la part pardon. d'activité du CMAP en contentieux international? Donc, effectivement, c'est une part qui est également en augmentation. Sur 2021, on est à 11% de dossiers internationaux. Donc, nos dossiers sont vraiment partagés entre les dossiers français avec une partie concentrée sur l'Île-de-France, mais une part qui augmente aussi en région, parce que le CMAP intervient sur toute la France, et une augmentation aussi du départ des dossiers à l'international, donc pour effectivement 11 points. Donc des médiations en anglais éventuellement sans difficulté. Des médiations en anglais ou dans d'autres langues. Dans notre langue, bien sûr. Voilà, très récemment, on a mis en place une médiation où le médiateur, les réunions plénières se tenaient en anglais, les apartés d'un côté se tenaient en français et de l'autre, les apartés se tenaient en espagnol. Donc là encore, tout est possible. Et effectivement, le baromètre, on vous partagera le baromètre avec tous les chiffres, parce que j'ai sorti les grandes tendances, mais il y a ce baromètre est riche de nombreuses données sur la médiation judiciaire, on n'a pas évoqué le sujet, mais sur l'augmentation aussi du volume des médiations judiciaires par le jeu des injonctions, mais là aussi c'est un sujet à part entière, sur des données sur la durée, le coût, sur les typologies de dossiers, sur les secteurs. Donc voilà, on partagera évidemment tout ça
Et on reste à la disposition des personnes intéressées pour répondre à toutes les questions qu'elles pourraient se poser sur le sujet, aussi bien en termes de procédure qu'en termes de formation. Et j'en profite aussi pour faire une petite page publicitaire avant la fin. C'est ceux d'entre vous qui seraient intéressés par rejoindre la commission stratégie des contentieux de la FJE, qui n'hésitent pas à se manifester auprès de moi. Je serais ravie de les accueillir et surtout d'envisager avec eux leur contribution à ces travaux. La médiation est un sujet récurrent qu'on traite. Évidemment, on a vocation à se réunir pour échanger sur nos pratiques entre pairs. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par avoir un forum de discussion autour de la médiation, dans lequel évidemment le CMAP a aussi une grande place pour nous accompagner sur les problématiques de médiation. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir été nombreux ce matin pour nous écouter sur ce vaste sujet des mardes. Voilà. Merci beaucoup Merci, et bonne journée à tous. Au revoir.